Merci Didier. Alors effectivement, je vais introduire et présenter les grands contours, les grands objectifs de ce que représente l'efficacité énergétique. Alors, ça a été rappelé tout à l'heure, la problématique et la transition énergétique, c'est deux piliers en fait principaux. Le premier porte sur les ressources primaires, soit fossiles, soit renouvelables. Avec un point particulier quant à la lisibilité extrêmement courte qu'on a sur les énergies fossiles. Et puis un point aussi particulier sur ce qui a été évoqué tout à l'heure en termes d'historique de l'énergie. On a parlé de transition du bois vers le charbon, du charbon vers le pétrole, du pétrole vers le nucléaire. Ça a été des transitions énergétiques, mais qui étaient extrêmement monolithiques. Ce qu'on a devant nous, en termes de transition énergétique, c'est quelque chose qui sera forcément multiple et beaucoup plus varié et beaucoup plus diverse que ces aspects et ces transitions passées monolithiques. Alors, à partir des ressources, l'objet et l'objectif de l'efficacité énergétique, c'est d'utiliser de façon rationnelle et la plus efficiente et la plus efficace possible l'énergie dont on dispose. Il y a deux aspects particuliers. Donc, il s'agit de minimiser les consommations pour des usages qui restent identiques. Ce qui dissocie l'efficacité énergétique de l'économie d'énergie, où on sacrifie des usages. Là, il s'agit bien de garder des usages identiques à partir de moins d'impact et moins de consommation sur, d'une part, l'énergie finale et d'autre part, sur l'énergie primaire à travers une action également sur l'industrie de production d'énergie. Donc l'efficacité énergétique, c'est effectivement quelque chose qui est au cœur de l'équation entre les ressources et les usages. Il y a plusieurs impacts importants, ça a été évoqué tout à l'heure. Le premier porte sur la précarité énergétique, qui effectivement apparaît depuis quelques années, mais dont on peut penser, au vu des prévisions de coût de l'énergie, que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus prégnant et de plus en plus important. Compétitivité industrielle également, parce que le coût de l'énergie dans l'industrie a une incidence forte et le sera peut-être plus à l'avenir. Avec un autre aspect aussi, c'est que tant le domaine énergétique que l'efficacité énergétique peut aussi être créateur d'activités, créateur d'emplois. Un point important, ça a été évoqué tout à l'heure, porte sur la dépendance ou l'indépendance énergétique. On le verra juste après, on a un taux de dépendance énergétique en France qui est relativement important et l'efficacité énergétique, de fait, à usage identique, amoindrit et diminue le taux de dépendance énergétique. Dernier point important qui est au cœur de l'efficacité énergétique, ça a été évoqué par Didier tout à l'heure, qui porte sur l'incidence environnementale de l'énergie, avec deux scénarios ici qui sont issus de la même source de l'Agence internationale de l'énergie, avec un scénario où on continue sur des consommations identiques, avec par contre une évolution de température globale à plus 6 degrés, et puis quelque chose de largement plus souhaitable à plus 2 degrés. Et l'incidence ou la part d'efficacité énergétique, de l'efficacité énergétique sur le fait de pouvoir ramener ce plus 6 degrés vers du plus 2 degrés est relativement, voire vraiment significative. C'est la part la plus importante et représente à peu près 40%. Alors ça a été évoqué par Didier, cette transition et la mise en place de l'efficacité énergétique nécessite des technologies qui permettront d'atteindre les objectifs qu'on vient d'évoquer, notamment en termes d'émissions carbone. Ça nécessite, ça a été dit, des recherches avancées, mais surtout et essentiellement des recherches qui sont également pilotées par la technologie, par la finalité et par la faisabilité réellement industrielle. Et c'est un des points forts et une des constituantes importantes de l'Institut. Un point important aussi concernant les technologies, au-delà
de la validité et de la validation scientifique porte sur le déploiement de ces nouvelles technologies. Et là, on trouve des critères qui sont des critères de coût, ça a été évoqué rapidement tout à l'heure, mais également des critères d'acceptabilité, des critères de risque. Quel risque vis-à-vis de quelle technologie on accepte de prendre pour les déployer, mais aussi, et ça peut être extrêmement important pour certaines technologies, des problématiques de réglementation autour de la gestion, de la mise en place de ces technologies et des incitations associées. Alors, le bilan énergétique en France en 2011, qui est donné par le Commissariat général du développement durable, est représenté ici. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la partie consommation finale sur laquelle va agir l'efficacité énergétique pour en faire des usages, avec le mix énergétique qui est représenté sur le camembert à droite, mais également sur la transition entre l'énergie primaire vers l'énergie finale, qui est représentée ici, avec un certain nombre de particularités, et notamment la partie bleue, la partie électricité, avec entre les entrants et les sortants un rendement relativement faible, qui est lié au fait que le nucléaire est, dans les conventions internationales, pris en compte en termes de chaleur équivalente. Et donc là-dedans, on retrouve le rendement nucléaire en partant de la source de chaleur. Et on a également ici, ici l'ajout et les contributions renouvelables d'une part, et d'autre part, les contributions thermiques. Ça marche ? Voilà. Ici, les contributions autres que nucléaires des énergies fossiles à la filière électrique. Alors, en termes d'usages finaux, les principaux usages sont répartis sur 5 catégories: les transports, le résidentiel, l'industrie, le tertiaire et l'agriculture. Avec l'évolution historique entre 1970 et 2010 de ces différents secteurs. Et on représente ici le mix énergétique associé à ces différents secteurs que je vais reprendre juste après. Pour les transports, évidemment, les transports est essentiellement pondéré par des ressources qui sont issues de produits pétroliers. Et la problématique centrale dans les années à venir porte sur les ressources et les vecteurs d'énergie pour cette filière, avec trois pistes: les carburants alternatifs ou biocarburants, électricité et hydrogène. Ça, c'est un des thèmes. D'accord, pardon. C'est le thème 3 qui sera traité demain matin, qu'a présenté Didier, donc je ne détaille pas. Par contre, il y a un aspect important dans les transports qui concerne, notamment en changeant de vecteur énergétique et notamment l'électricité, qui concerne la gestion de la charge thermique. Un des problèmes, c'est comment on peut assurer un confort d'usage d'un véhicule en termes de chauffage et de climatisation avec une ressource qui n'est plus cette fois-ci un moteur thermique, mais un moteur électrique. Et il y a une activité importante qui est développée à Mines ParisTech autour de cet aspect-là, portant sur l'efficacité énergétique, un zoom sur l'efficacité énergétique rapportée au transport. Pour le résidentiel, j'ai représenté le mix énergétique, mais ça, ce sera détaillé dans une présentation qui arrivera juste après, qui sera proposée par Bruno Peuportier de Mines ParisTech, et qui va vous présenter les aspects énergétiques liés au bâtiment, mais aussi ou ses extrapolations vers des échelles un peu plus grandes, et notamment quartiers ou villes. Deuxième domaine d'usage qui est l'industrie. Là aussi, je ne détaille pas, ce sera présenté par Mavroun Nemer de Mines ParisTech autour d'une présentation qui s'intitule l'usine sobre. Pour le tertiaire, il y a quand même une particularité, c'est la part électrique dans le tertiaire. Alors cette part électrique, elle est pour partie liée notamment à une tendance qui se développe et qui va continuer de se développer, qui concerne les data centers et le cloud computing. Ça, c'est des très gros consommateurs d'électricité avec des problématiques énergétiques et
et un enjeu important d'efficacité et de gestion, d'une part des consommations et d'autre part des chaleurs dégagées. Et alors, cet aspect-là et les consommations liées à l'informatique et aux télécommunications sont regroupés dans une thématique qui s'appelle Green IT et qui sera présentée tout à l'heure par Gérard Mémy de Télécom Paris Tech. Alors, en faisant une synthèse, il y a quelques points clés qui apparaissent. D'une part, un premier point sur les couplages de technologies. Alors j'ai repris sur le premier item là, des cycles mixtes et les cogénérations. Alors c'est des choses qui existent, mais je les ai repris sciemment parce qu'une des choses importantes, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, il va falloir que l'efficacité aille plus vite que l'évolution de la consommation. Ce qui veut dire que les technologies à mettre en place doivent être, au moins pour certaines, plus que simplement incrémentales et doivent représenter des sauts d'efficacité énergétique. Et c'est ce qu'on retrouve dans les cycles mixtes et dans la cogénération, pour laquelle on valorise à la fois l'électricité et la chaleur, et on a des sauts du coup d'efficacité qui vont de 40-50% à 80-85%. Donc on a cette fois-ci sur ces technologies-là des gaps d'efficacité importants. Ensuite, j'ai repris que 3 points pompe à chaleur parce qu'elle est extrêmement importante, parce que les efficacités de ces pompes à chaleur augmentent, et elles continuent d'augmenter à travers les recherches qui sont menées, et permettent des gains, là aussi, des sauts d'efficacité extrêmement significatifs. Le stockage, ça a été évoqué tout à l'heure rapidement par Didier Meyer, qui a aussi une incidence sur notamment pour le lissage des consommations et l'intégration des énergies renouvelables. Et puis un point important aussi sur la chaleur fatale, qui est un énorme puits, enfin une énorme réserve de progrès en termes d'efficacité énergétique et qu'on peut valoriser par des cycles organiques de Rankine. Et le point qui semble important, c'est que le couplage de ces différentes technologies permettra des évolutions d'efficacité importantes, avec un exemple que montrera Bruno Peuportier tout à l'heure, qui est un couplage, par exemple, entre le photovoltaïque, une pompe à chaleur et un système de stockage. Donc c'est des choses qui sont couplées dans un système plus efficace. Un autre point qui semble important aussi, c'est différentes approches. Des approches d'un côté système et de l'autre côté composant. L'approche système permet, comme pour les cycles mixtes, d'avoir une vision globale à différentes échelles du système énergétique et d'identifier les points importants, les points clés, les points à valoriser par des analyses d'irréversibilité, et à partir de là, d'avoir un lien et une action et un éclairage sur les composants qui seraient judicieux de développer, d'améliorer ou de positionner dans un système. Avec dans les deux cas des démarches qui sont des démarches d'optimisation, c'est-à-dire qu'on ne sera plus ou on n'est plus déjà au jour d'aujourd'hui sur des démarches qui consistent à améliorer, on va chercher ce qui est la meilleure solution, avec un point particulier sur ces problématiques d'optimisation, c'est qu'elle est de fait multicritère, c'est-à-dire qu'on est capable dans des systèmes d'optimisation de prendre différents critères en fonction des objectifs qu'on se fixe, que ce soit des critères sur des pertes de charge, sur de l'efficacité thermique qu'on peut coupler et pondérer, mais également sur des critères de coût. Dernière approche, des couplages entre les différentes approches, justement, par exemple dans les bâtiments, j'évoquais tout à l'heure, et ce sera repris par Bruno, une approche bâtiment vers le quartier ou vers la ville. Ça veut dire qu'on va être capable de coupler des approches, d'une part des consommations énergétiques, mais aussi les coupler avec les propriétés et les consommations liées au transport. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les analyses de cycle de vie. Alors, un point qui semble important aussi comme un point clé, c'est la localisation et l'adaptation d'échelle. Alors, on trouve ça dans deux aspects. Le premier porte sur les énergies renouvelables qui ont été évoquées. Elles ont un point particulier, les énergies renouvelables, c'est qu'elles sont diffuses, d'une part, et à densité énergétique extrêmement faible. Ça veut dire qu'il faut aller les capter dans des zones géographiques larges, d'une part, et le fait que ça ait une densité énergétique faible veut dire que le transport a très rapidement plus de sens. Donc ça veut dire que, de fait, le recours aux énergies renouvelables va imposer
une délocalisation et une relocalisation, ça dépend comment on regarde les choses. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, donc ça c'est plutôt pour les énergies renouvelables, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans un second aspect qui est le couplage. Par exemple, si on prend un système de cogénération, on va valoriser à la fois la chaleur et l'électricité, mais ça veut dire que l'électricité qu'on va produire, il va falloir qu'on soit capable localement de valoriser la chaleur correspondante, et la chaleur, c'est quelque chose qui ne se transporte pas sur des très longues distances. Donc ça veut dire que là aussi, on a de fait quelque chose qui va se localiser. Un autre point clé extrêmement important, c'est l'intermittence, ou les intermittences plus exactement, que ce soit des intermittences des sources pour les énergies renouvelables, mais aussi l'intermittence des usages. Et ça a une incidence forte sur le fait que tous les systèmes ou toutes les analyses devront de fait être, et sont déjà pour partie, et pour large part, des approches dynamiques qui tiennent compte des évolutions et des intermittences. Un autre point clé important porte sur les matériaux avancés. Par exemple, des super isolants qui ont une utilité extrêmement forte et extrêmement attendue, par exemple dans le bâtiment, parce que, on en parlera tout à l'heure, il y a le bâtiment nouveau, celui qu'on construit au jour d'aujourd'hui, et on sait le faire de façon extrêmement efficiente, voire producteur d'énergie. Par contre, l'enjeu majeur, c'est de pouvoir avoir une action sur le bâtiment existant. Et si on est capable d'avoir des isolants thermiques raisonnablement à bas coût et à très haute efficacité pour des épaisseurs extrêmement faibles, on sera d'autant plus à même de gérer les problématiques sur le bâtiment existant. Et ça, c'est un point extrêmement important, par exemple, et notamment vis-à-vis de la notion de précarité énergétique que j'évoquais tout à l'heure. Matériaux avancés, également une incidence forte en termes d'efficacité énergétique sur le stockage, sur du stockage à changement de phase, sur du stockage de l'hydrogène, sur différents aspects liés au stockage, mais également une incidence extrêmement forte des matériaux avancés et des matériaux nouveaux sur énormément de procédés. Dans le génie des procédés, un des points clés d'évolution d'efficacité énergétique porte sur les matériaux. Autre point clé, les fluides. J'évoquais tout à l'heure la récupération de chaleur fatale, par des cycles ORC. Ça veut dire que dans ces cycles thermodynamiques, il faut être capable de définir et de produire le fluide qui va avoir les bonnes propriétés thermodynamiques pour adapter le cycle à l'usage et à la cible énergétique qu'on veut lui donner. Donc cet aspect-là, une connaissance approfondie, fine des propriétés thermodynamiques des fluides et être capable de proposer des fluides dans les années qui viennent est une composante assez centrale. Un point important sur les matériaux porte sur les ressources limitées. Ce point-là, il est extrêmement prégnant, extrêmement fort. Il est aussi important que les aspects énergétiques. Il est un peu moins mis en exergue souvent. Par contre, il a une incidence extrêmement forte sur ce qu'il va falloir faire en termes de conception, et notamment d'éco-conception, et en termes d'amélioration d'efficacité. Je parlais tout à l'heure d'optimisation multicritère. Un des critères qu'il faut inclure à l'optimisation est la quantité de matière, ou la quantité ou la qualité de matière qu'il est nécessaire d'utiliser pour réaliser une opération. Alors, les différentes approches qui sont menées au sein de l'Institut et qui découlent un peu qui sont en tout cas extrêmement bien corrélées à ce que je viens de présenter comme les points clés, portent d'abord sur une approche systémique, c'est-à-dire être capable de modéliser des systèmes énergétiques complets et de les modéliser de façon avancée en tenant compte des couplages, en tenant compte des intermittences et en tenant compte aussi du fait qu'ils seront d'autant plus efficients qu'on pourra avoir une action sur eux. C'est-à-dire c'est de la modélisation active. Alors, tant sur les cycles pour les applicatifs notamment industriels, mais également sur le bâtiment. Le deuxième point important est directement associé à cette modélisation, c'est la régulation et la gestion intelligente des systèmes.
qui permettra des avancées et des évolutions importantes en termes d'efficacité énergétique. Second aspect dans les approches qui est parfaitement complémentaire et à la fois complémentaire et différent, porte sur des approches beaucoup plus locales, sur les composants qui sont utilisés dans les systèmes, avec là aussi des approches d'optimisation multicritères sur différents critères, avec notamment des approches de coût et d'utilisation de matière. Ces approches-là étant de fait très largement pluridisciplinaires et faisant intervenir différentes disciplines. Dernière approche, matériaux et fluides que j'ai évoqué tout à l'heure. Et le point important, c'est que les évolutions futures en termes d'efficacité énergétique seront liées et seront de fait couplées, associées à un couplage fort entre ces trois points clés c'est le couplage et les échanges entre ces trois points clés qui apporteront les meilleurs gains d'efficacité énergétique. Et ces trois aspects-là sont trois aspects qui sont extrêmement développés au sein de l'Institut Mines-Télécom. Voilà pour les points principaux de présentation de contexte. Je vais passer la parole à Bruno Peuportier pour la première présentation autour du bâtiment, et le bâtiment allant du bâtiment à la ville.